Ce matin, Christian Longet nous a parlé de facilitation. Je pense que vous avez été tous convaincus. Lui était aussi également très convaincant, que vous avez tous envie de passer à la facilitation. Et depuis quelques mois, un certain nombre de nos adhérents ont développé une branche un petit peu annexe de la facilitation qui est la facilitation graphique. C'est-à-dire comment utiliser le fait de dessiner des petits Mickey en réunion ne soit plus considéré comme une tare, mais comme une vraie compétence professionnelle. Donc c'est une compétence qui se développe. Ce que je vous propose, c'est une toute petite vidéo qui est vraiment une capsule qu'on a piquée sur un TEDx parce qu'elle nous semblait extrêmement illustrative de ce qu'on souhaitait passer. Donc, merci à Romain Couturier et l'École centrale de Lyon de nous prêter ces images durant ces quelques minutes. Et ensuite, je vous propose de dialoguer avec les gens qui, autour de nous, se lancent dans la facilitation graphique pour vérifier en quoi cet outil peut devenir un réel outil de facilitation dans nos organisations. On se retrouve dans 5 minutes. J'aime mon métier. Mon métier, c'est d'être coach agile. C'est un nouveau métier. Un nouveau métier qui consiste à accompagner des équipes à faire 3 choses. La première, c'est délivrer de la valeur. En gros, comment est-ce qu'ensemble, on va pouvoir délivrer des services ou des produits à forte valeur ajoutée. Pas délivrer des produits à forte valeur ajoutée n'importe comment, non. De manière performante, avec la qualité nécessaire. Et surtout, toujours en préservant le bien-être de chacun des membres de l'équipe. Et comme cet exercice est relativement compliqué, on travaille énormément en agilité sur de l'amélioration continue, qu'on appelle aussi des boucles de feedback. Pour apprendre aux équipes à fonctionner de cette manière-là, au début, je leur expliquais comment elles devaient faire. Et je me suis vite rendu compte que je ne pouvais pas leur apprendre ou leur montrer comment être agile de manière descendante. J'ai donc appris la posture de coach. Et à partir du moment où j'ai compris ce qu'était un coach agile, c'est-à-dire une personne qui a pour mission de mettre en place un cadre qui a la particularité d'être sécurisé, eh bien j'ai compris que là, je leur mettais en place une nouvelle façon d'apprendre. Alors je les accompagne maintenant différemment, je les accompagne avec différents outils. Les premiers outils que j'ai à ma disposition sont des techniques de questionnement, des techniques où on va poser des questions ouvertes, des questions fermées. J'utilise également énormément de jeux d'entreprise, des jeux pour comprendre, des jeux pour apprendre, des jeux pour faire, des jeux pour simuler. Et puis récemment, j'ai découvert un nouvel outil qui a complètement révolutionné ma pratique de mon approche de coach agile, c'est la facilitation graphique. Et cette facilitation graphique, quand j'ai compris ce qu'elle pouvait m'apporter, ça m'a allumé toutes les lumières. Alors la facilitation graphique, on en voit beaucoup, et souvent ça ressemble à ça. Des petits dessins. Des petits dessins dans lesquels vous retrouvez du texte, des couleurs, des liens, des personnages. Et quand je fais ça dans les organisations, souvent ça fait des effets waouh. Les gens trouvent ça joli, les gens trouvent que ça synthétise bien le moment. Et puis pour ceux qui n'y étaient pas, ils se demandent à quoi ça sert. C'est un peu fouillis, c'est pas clair, il y a beaucoup d'informations. Bref, pourquoi est-ce qu'il y a un tel emballement, pourquoi est-ce qu'il y a un tel engouement pour cette discipline de facilitation graphique ? Alors quand j'ai l'occasion de pouvoir rencontrer ces personnes-là, déjà je leur explique que ce qu'elles voient et ce que je viens de vous montrer, c'est un usage de la facilitation graphique parmi d'autres,
Et ce que je viens de vous montrer, c'est ce qu'on appelle du scribing. Le scribing, ça consiste à faire un enregistrement visuel. C'est-à-dire, vous avez une personne qui fait un compte-rendu, généralement, de quelqu'un qui est en train de parler devant une assistance. Mais la facilitation graphique, c'est bien plus que ça. Vous avez peut-être entendu parler du sketchnote. Le sketchnoting, c'est une technique, cette fois-ci plutôt individuelle, qui consiste à faire de la prise de notes visuelle, mais uniquement à titre individuel. Parmi les autres usages de la facilitation graphique que j'utilise beaucoup, il y a aussi tout ce qui est la modélisation. La modélisation, ça consiste cette fois-ci à faire un résumé visuel une fois qu'on sait exactement toutes les données qu'on a envie de structurer, qu'on a envie de modéliser, et donc on sait où positionner le texte, où positionner les dessins. De cette pratique-là, de cet usage-là, on a été dérivé un autre qui s'appelle les modèles, ou en anglais les templates, qui sont ni plus ni moins que des panneaux, des métaphores qu'on va faire parler, où chaque composant du dessin représente une information et on va inviter l'équipe à discuter. Là, par exemple, la métaphore du bateau, où en gros toute l'équipe est dans le même bateau et se dirige vers une île fantastique qui va représenter ce qui est l'objectif ou ce qui pourrait être l'objectif. Cette équipe va rencontrer des difficultés qu'on va représenter par des encres. Et donc, on a une métaphore pour faire parler les gens. Et puis le dernier usage que je suis en train de pratiquer en ce moment, c'est le parler dessiné, qui consiste à faire une présentation en live, à expliquer quelque chose et à l'illustrer en même temps. Tout ça, je le mets au service d'un seul objectif. C'est que quand j'interviens, ça puisse générer des interactions. Des interactions entre les personnes. Et des espaces interactifs dans les organisations, dans les écoles, dans les entreprises, il y en a déjà. Un espace interactif, vous avez une ou plusieurs personnes qui parlent. Ça s'appelle une réunion, ça s'appelle un atelier. Il faut bien se rendre compte qu'en ce moment même, il y a des millions de personnes qui sont en train de perdre leur temps dans ces réunions, dans ces ateliers, qui sont en train de souffrir. Parce qu'on est en train de leur faire une présentation PowerPoint ratée. Parce qu'on est en train de leur demander de coller des post-it au mur. Parce que coller des post-it au mur, ça aide à faire réfléchir les gens. Encore raté. Parce qu'on leur a demandé, avant d'arriver dans l'atelier ou dans la réunion, de prendre connaissance d'un compte-rendu très volumineux, qui a pris beaucoup de temps à être écrit et qui n'a été lu par pas grand monde. Encore raté. Autant d'outils qui sont extrêmement puissants et qui ont tous été dédiés quand même à la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est fait pour comprendre, ou c'est fait pour se faire comprendre. Personne qui conçoit des PowerPoint, qui fait coller des post-it ou qui construit des comptes rendus, a volontairement fait acte de sabotage, faire perdre le temps aux gens qui sont dans les réunions, dans les ateliers. Il y a donc un problème sur l'utilisation d'outils simples en rapport à la complexité des messages et de la complexité des informations qui sont proposées dans ces temps interactifs. Pourtant, la complexité d'une information, la complexité d'un message, ça on sait faire. On sait faire car on a à notre disposition un outil dédié qui s'appelle le cerveau. Et le cerveau est capable de gérer, de maîtriser une complexité fantastique, une complexité de messages, une complexité de langue, à travers tous les canaux qui nous sont proposés. Des canaux subtils, comme le canal olfactif, ou le canal gustatif, le canal tactile, le canal visuel évidemment, et le canal auditif. Et finalement, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que parmi tous les canaux, le deuxième canal le plus simple à utiliser après le canal auditif, c'est le canal visuel.
Et notre cerveau, pour la plupart d'entre nous, est très réceptif à ça. Et la facilitation graphique est tellement développée que cette facilitation graphique, finalement, on est capable de la faire depuis qu'on est tout petit. En gros, pour pouvoir savoir dessiner, savoir faire ce que je suis en train de faire, il faut avoir le niveau de dessin d'un enfant de 4-5 ans. En fait, avant ça, il n'y a pas forcément besoin de savoir dessiner. On a déjà besoin de savoir écrire. Si le visuel est un langage, on va donc avoir besoin d'avoir un vocabulaire, de l'écriture, évidemment du dessin. La plupart des gens se trouvent particulièrement complexés par rapport à leur niveau de dessin. Le niveau de dessin requis est relativement simple. Prenez des formes de base, des points, des traits, des arcs, à partir desquels vous allez pouvoir décliner des formes, des pictogrammes, qui vont pouvoir représenter des objets. Certains vont représenter des symboles. Et vous aurez peut-être aussi besoin d'animer un petit peu tout ça, notamment en rajoutant des personnages. Et on ne va pas se mentir, effectivement, dessiner des personnages, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et si jamais vous êtes perdu avec vos personnages, dégainez toujours le bonhomme patate. Le bonhomme patate, c'est pratique et c'est facile à faire. Vous avez du vocabulaire, et dans un langage, une fois qu'on a du vocabulaire, il va nous falloir un petit peu de grammaire. On va avoir besoin donc de structurer cette information. Et la structuration de l'information de manière visuelle, c'est relativement simple. On a besoin de traits, de flèches. On va pouvoir connecter les informations entre elles, les positionner et donc donner du relief à l'information, au-dessus, en dessous, les positionner sur la page d'une certaine manière. Et si véritablement les informations sont connectées entre elles, eh bien, on va pouvoir montrer ces liens. La structuration de l'information, visuellement, peut s'arrêter, en tout cas démarrer avec ce type d'outil. Une fois qu'on a du vocabulaire, une fois qu'on a de la grammaire, on va pouvoir écouter, on va pouvoir raconter. Écouter quoi? Raconter quoi? Des histoires. L'être humain adore se raconter des histoires. Les histoires ont cette particularité d'avoir un début, une fin, et surtout d'être jalonnés. Et ces jalons sont autant de marqueurs visuels qui vont vous aider à mémoriser l'information. Et à cette époque, on peut se demander si on est encore en capacité d'écoute. Quels sont les bénéfices que vous pouvez attendre de la facilitation graphique quand vous allez pouvoir la mettre en œuvre? Ce que j'observe et ce qu'on voit beaucoup, c'est déjà la récupération de l'attention. De plus en plus de personnes sont connectées, ultra connectées, les systèmes de notification nous envahissent partout. Récupérer l'attention des personnes est un enjeu fort quand on cherche à communiquer et à transmettre de l'information. Une fois qu'on a récupéré l'attention, on va pouvoir développer les temps de réflexion. À partir du moment où on a une ou plusieurs personnes qui commencent à réfléchir, on va pouvoir aussi développer la participation. La participation qui va passer par de la prise de parole, des questions, des objections, et au final, finalement, de la mémorisation. Voilà les bénéfices qu'on peut attendre et qu'on observe aujourd'hui en facilitation graphique. Alors, si vous aussi, vous avez envie de donner envie de transmettre, si vous voulez donner envie de communiquer, si vous voulez donner envie d'apprendre, si vous voulez donner envie de comprendre et de faire comprendre, je vous lance une invitation. Tout le monde en est capable. Alors allez-y, prenez le crayon. Je vous remercie. Voilà, je pense que l'illustration était très bien choisie. Il nous reste une dizaine de minutes pour clore l'atelier et j'aurais vraiment aimé, pour donner une illustration très concrète, parce que je les vois parmi les participants, c'est que Madame Lavigne et Madame Jeanvoine nous fassent un petit retour de leur expérience personnelle, parce que j'ai entendu dire que dans leur organisation, elles avaient
lancé depuis quelques mois un petit réseau de facilitateurs graphiques. Donc simplement, voilà, des éléments de vécu, comment ça marche, comment vous faites, est-ce que vous prenez du plaisir, est-ce que c'est une contrainte, est-ce que ça attire les gens et à quoi ça sert tout ça. Je vous donne la parole 5-10 minutes, pas plus, maximum, mais voilà, du concret, quoi, s'il vous plaît, mesdames. Merci Serge. Oui, alors nous, On ne t'entend pas très bien, madame, on ne vous entend pas très bien, madame Jeanbrenne. Je vais essayer de mettre mon micro comme il faut. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah, très bien. Alors oui, nous avons avec 4 autres personnes formé un petit groupe de facilitateurs graphiques dans la collectivité ville communauté urbaine de Besançon. Voilà. Et ça, on l'a formé début 2020. On a tous un profil finalement dans mon ambition de facilitateur à la base. On vient tous d'univers différents comme l'environnement, la voirie, les RH, etc. Et on a tous été confrontés à la même problématique où on s'arrachait un petit peu les cheveux. C'est que quand on fait de la facilitation, on gère de plus en plus de projets complexes, c'est un peu ce qu'a dit le monsieur juste avant, et qu'on est un peu perdu dans la complexité et qu'on sait que quand on gère un projet complexe, et ben, du coup, on se retrouve un peu limité quand on ne fait que parler ou écrire. Donc, on est obligé parfois de faire une synthèse visuelle appréhendable par le cerveau, voilà, qui puisse mettre sous forme de modélisation ou sous forme systémique. On s'arrachait aussi un peu les cheveux parce que souvent, quand on est en réunion collective, on se retrouve aussi avec des équipes pluridisciplinaires qui finalement ont tous des représentations de la problématique très très différentes. On s'en aperçoit pas toujours tout de suite, mais à partir du moment où on visualise, on met en dessin, on met en graphique la problématique, on peut rendre visible finalement le paysage intérieur de chaque acteur et donc favoriser un dialogue constructif sur la base d'une compréhension mutuelle. Et puis, la facilitation graphique, elle complète beaucoup les mots pour valoriser des données pas que quantitatives, mais aussi qualitatives. Donc, voilà, nos problématiques, c'était ça. Du coup, le fait générateur qui nous a fait nous regrouper, c'est le séminaire des cadres qui a été organisé fin 2009. Alors, le séminaire des cadres dans notre collectivité, c'est 300 cadres qui se réunissent et pour lesquels, là, on les fait travailler en groupe et avec des facilitateurs. Et là, on nous a demandé d'accompagner les facilitateurs en tant que facilitateurs graphiques dans chaque groupe. Voilà. Et à partir de là, on s'est dit, ben tiens, on va former un petit groupe de facilitateurs graphiques. Et du coup, on s'est retrouvés à 5 à commencer à s'entraîner sur la facilitation graphique. Voilà. Alors, pour illustrer, je peux vous montrer un petit peu notre parcours. Voilà, nos motivations. On s'est tous un peu formés à un moment donné. On s'est retrouvés au séminaire des cadres et on a créé notre petit groupe de facilitateurs où on a commencé déjà à structurer notre groupe, à se donner des règles de fonctionnement, des valeurs, et puis aussi à créer une sorte d'espace projet qui est un espace où on regroupe toutes nos productions et où on se partage aussi les missions qu'on nous demande. Alors, comment est-ce qu'on intervient? On intervient auprès des directions qui le souhaitent, soit en amont d'une réunion pour préparer un support de réunion, soit en direct d'une réunion, c'est-à-dire voilà, en dessinant ce qui se passe dans la réunion et les points évoqués dans la réunion, qui permettent aussi de faire rebondir la réflexion. Et puis comme outil de compte-rendu, de restitution, où on peut avoir un rendu graphique des décisions prises et des échanges menés. Ça permet de clarifier, éclairer, modéliser la réunion, les échanges qui ont eu lieu. Voilà. Alors pour ça, nous, on s'entraîne
Ouais, Voilà, on s'entraîne ouais, régulièrement, hein. Voilà. c'est un petit peu le mot sur lequel je voulais revenir, parce qu'en fait, effectivement, la présentation de M. Couturier était extrêmement riche et complète sur le sens de la facilitation graphique, et on a tous compris que, euh, par principe, à partir du moment où on était dans une posture de facilitateur, tout le Ouais. monde était capable de faire de la facilitation, même Jérôme Garcia. Même, il suffit, voilà. Non, je disais un exemple comme ça. On peut ne pas Non, savoir non, mais dessiner. Et il faut, à la limite, il vaut mieux ne pas savoir dessiner. tout à fait. C'est plus facile parce qu'on a moins de scrupules à le faire. Oui, tout à fait. Voire, moi, je rêve qu'un club régional se monte parce qu'on comprend, et tu l'as dit Agnès très bien, c'est que on ne devient facilitateur graphique que par la pratique et encore la pratique. Il faut s'exercer, il faut dessiner, il faut le faire. Et qu'il y a quelques années en arrière, le MFQ avait structuré un club de mappeurs, c'est-à-dire des gens qui découvraient les cartes heuristiques et qui expérimentaient les tout premiers outils qui permettaient de faire du mind mapping. Mais finalement, revenir aux sources de la carte heuristique, c'est redessiner la pensée et la structurer de manière analytique. C'est un peu ce que je retiens et de votre expérience à vous et de ce qui nous a été présenté avant. Mais dans la mesure où effectivement cette compétence nécessite une pratique régulière qui normalement provoque un plaisir inouï, moi j'ai entendu des facilitateurs graphiques dire qu'ils avaient le sentiment finalement un petit peu parfois de retomber en enfance ou de retrouver les plaisirs de l'enfance quand on sublimait cette compétence dans le milieu professionnel, et qu'en plus ça aidait effectivement une partie du cerveau à appréhender des concepts un peu complexes. Euh, je crois que effectivement, vu les compétences qu'on a réussi à acquérir en termes de facilitation, et ce matin la démonstration de Christian a été exemplaire, je prends le pari qu'on peut être capable de se mobiliser tous ensemble pour fabriquer cette compétence, parce qu'on a tout sous la main finalement au niveau du territoire régional. Pour ne pas dépasser, parce que le marathon, c'est un marathon, hein, on va quand même vous faire un petit jeu, parce qu'il y avait des choses sympas à gagner, cette fois un cadeau très très original qui nous a été remis par Nicolas, notre technicien préféré et favori, notre petit génie qui nous permet de diffuser toutes ces images qui viennent d'un peu partout sans trop de problèmes techniques. Donc je vais vous poser une question toute simple si vous avez suivi. Donc vous vous rappelez du numéro pour répondre. Et certains, on les a blacklistés là, parce que le colis commence à faire un peu lourd pour la même personne. Alors, laissez ceux qui sont timides d'apporter la réponse, elle est toute simple. Comment appelle-t-on la prise de notes visuelle faite à titre individuel 06 46 04 13 71 qui va gagner le contenu de la valise MFQ ce jour. Le téléphone sonne déjà, c'est fantastique. Camille, avons-nous une bonne réponse? Nous avons déjà une bonne réponse. 17 messages. Non, non, arrêtez la réponse. Trop tard. Il y en a qui sont... N'envoyez plus parce que sinon ça supprime le numéro et on t'entend pas dans ton micro. Tension, la tension est en maximum. Déverrouillez le téléphone. Attention, attention, nous allons connaître le... Non, oh non, c'est un numéro qu'on a déjà appelé. Non, c'est pas possible. Encore un qui va falloir faire un colis. Ah. Ah non, mais non, Léa n'avait pas encore gagné un seul prix. Ah, alors là ça me fait plaisir parce que
vous allez gagner un petit guide sur la communication externe de l'entreprise. C'est sympa. Vous allez gagner, alors ça c'est exceptionnel, on ne l'a jamais fait, un petit guide impertinent à l'usage des auditeurs internes au prix public de 10 €. Et alors, 2 objets, encore même pas commercialisés. On pourrait faire un quiz dessus. Non, il ne s'agit pas d'étui péniens. Il s'agit de clip-on tube, qui sont des produits à base, alors je ne sais plus, hein, c'est à base de molécules d'argent anti-Covid, qui vous permettent de faire vos courses dans les supermarchés en accrochant ça sur le caddie, dans le métro, bon il n'y en a pas beaucoup chez nous, mais dans le tram par exemple, en les clipsant, ou sur les poignées de porte. Donc je les touche certes, mais normalement, aucune action Covid ne s'applique sur ces petits gadgets magnifiques, voilà, fabriqués en Suisse. Donc vous avez le plus beau cadeau qu'on puisse faire avant les suivants. Félicitations, bravo à vous. Et en tout cas, j'espère retrouver un maximum d'entre vous lors du lancement de ce club des facilitateurs graphiques, dont je ne sais pas s'il est toujours en ligne, mais Christian Longer a assuré qu'il resterait le parrain et le papa de ce groupe, de manière à pouvoir apporter ses conseils en matière d'animation de groupe, mais également de facilitation, et que ce groupe